Dans cette capsule vidéo, je vais vous développer l'optimisation de la gestion et de l'utilisation de l'énergie. Ce chapitre intervient dans le thème Le défi énergétique. Voici une liste assez longue des compétences attendues dans ce chapitre. Vous devez tout d'abord savoir schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les transformations d'énergie en termes de conversion et de dégradation. Ensuite, vous devez savoir identifier les différentes formes d'énergie intervenant dans une centrale thermique à combustible fossile ou nucléaire. Vous devez savoir interpréter l'équation d'une réaction nucléaire en utilisant la notation symbolique du noyau X à Z. À partir d'exemples donnés d'équations de réaction nucléaire, vous devez savoir distinguer la fission de la fusion. Savoir exploiter les informations d'un document pour comparer les énergies mises en jeu dans des réactions nucléaires et dans des réactions chimiques. L'utilisation de différentes ressources énergétiques. Savoir rechercher et exploiter des informations pour comprendre la nécessité de transporter et de stocker l'énergie, l'utilisation de l'électricité comme mode de transfert de l'énergie, et enfin la problématique de la gestion des déchets radioactifs. Savoir analyser une courbe de décroissance radioactive, et enfin savoir faire preuve d'esprit critique, discuter des avantages et des inconvénients de l'exploitation d'une ressource énergétique, y compris en termes d'empreinte environnementale. Cette photo représente une centrale thermique d'EDF située en France. Les centrales thermiques transforment différentes formes d'énergie pour produire de l'énergie électrique. Comment peut-on convertir et stocker l'énergie? Nous allons commencer par décrire les centrales électriques thermiques. Tout d'abord, les centrales à combustible fossile. La réaction de combustion est la première transformation d'énergie permettant le fonctionnement d'une centrale électrique thermique à combustible. Voici une réaction de combustion. Là, ici, c'est le gaz méthane, CH4, qui est utilisé. Ce gaz va réagir avec deux molécules de dioxygène, O2, pour produire de l'énergie thermique et se transformer en dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. C'est ce que l'on appelle une réaction de combustion. Une combustion est donc une réaction chimique mettant en jeu un combustible, du gaz, du fioul, du charbon, et un comburant, qui sera toujours le dioxygène. La combustion produit du dioxyde de carbone, CO2, de l'eau, H2O, et peut libérer des polluants comme le monoxyde de carbone, CO, des oxydes de soufre, qu'on appelle SOX, et des oxydes d'azote, de symbole NOx. Dans les centrales nucléaires, la source d'énergie responsable du fonctionnement provient d'une réaction nucléaire. Elles sont de deux types. Tout d'abord la fission nucléaire. Lors d'une fission, un noyau lourd se scinde en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron. De l'énergie est alors libérée. Dans un chapitre précédent, nous l'avons déjà évoqué, un neutron va venir ici, par exemple, entrer en collision avec un atome d'uranium-235. Cet uranium-235 va donc se fracturer en deux autres atomes nouveaux et émettre également trois nouveaux neutrons. Cette technique est actuellement utilisée dans les réacteurs des centrales nucléaires. Deuxième type de réaction nucléaire, c'est la fusion. Nous avons déjà évoqué, par exemple, le cas du Soleil. Dans la fusion que l'on retrouve au niveau du Soleil, on a un atome deutérium qui va réagir avec un atome de tritium ici pour former un noyau d'hélium et éjecter également un neutron dans notre cas ici du Soleil. Une fusion se produit donc lorsque deux noyaux légers fusionnent pour donner un noyau plus lourd. L'homme cherche à maîtriser cette technique pour exploiter l'énergie libérée. C'est le projet ITER dont vous avez certainement déjà entendu parler dans les médias. L'énergie du Soleil est produite par la fusion de noyaux d'hydrogène. Le deutérium et le tritium sont en fait des isotopes de l'hydrogène. Donc pour résumer, vous avez deux types de réactions nucléaires. D'une part, la fission qui va prendre un gros noyau, un noyau très lourd qui va être cassé en deux noyaux plus légers. Dans le cas de la fusion, c'est le contraire, on prend deux noyaux légers et on les rassemble pour former un noyau plus lourd. L'énergie ne se crée pas, ne se perd pas, mais se transforme. L'énergie existe donc sous diverses formes et peut se transformer d'une forme d'énergie en une autre. C'est ce que l'on va appeler la conversion d'énergie. Ces transferts ou conversions d'énergie sont modélisés par une chaîne énergétique. Voici une représentation d'une chaîne de conversion. Au centre
dans cet ovale, on représente le convertisseur. À gauche du convertisseur, on va mettre dans un rectangle l'énergie fournie au convertisseur qui va être convertie en une autre énergie qu'on va appeler ici énergie utile, qui va donc figurer dans un autre rectangle. Et en dessous du convertisseur, on va écrire ici l'énergie perdue, qui est très souvent perdue sous forme de chaleur, donc en fait c'est une énergie thermique. Tout convertisseur n'a jamais un rendement de 100% dans sa conversion et il y a toujours une partie de perte d'énergie. Donc cette figure représente le modèle que vous devez respecter pour construire ou concevoir toutes vos chaînes énergétiques. Alors comment transporter et stocker de l'énergie? L'électricité reste le meilleur moyen de transporter l'énergie. Malheureusement, lors de ce transport, de l'énergie est perdue sous forme thermique. Et pour mieux gérer la consommation d'énergie, il est nécessaire de stocker l'énergie. Alors prenons quelques exemples. Nous pouvons citer les barrages hydroélectriques qui permettent de stocker l'énergie sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire qu'en fait l'eau est retenue dans un barrage et quand on libère les vannes, à ce moment-là, l'eau dévale une pente assez importante et conséquente qui va donc permettre à l'eau de prendre de la vitesse et donc ainsi de pouvoir faire tourner des turbines qui vont elles-mêmes entraîner des alternateurs et donc produire de l'énergie. Comme deuxième exemple, nous pouvons citer les piles à combustible et les accumulateurs qui permettent de stocker l'énergie sous forme d'énergie chimique. Donc dans ce cas, c'est par l'intermédiaire d'une réaction chimique qu'on va pouvoir soit stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique, soit la restituer de l'énergie chimique à l'énergie électrique, toujours par l'intermédiaire d'une réaction chimique. Et pour terminer, quel est l'impact de l'exploitation des ressources énergétiques? Nous évoquerons deux problématiques. La première, la gestion des déchets nucléaires. La deuxième, l'effet de serre. Nous allons commencer par la gestion des déchets nucléaires. Les sous-produits de l'industrie nucléaire sont radioactifs. L'évaluation de la dangerosité d'un échantillon radioactif se fait par la mesure de son activité et de sa demi-vie. Alors, on va commencer par définir ce qu'est l'activité, puis ensuite la demi-vie. L'activité, dont l'unité est le becquerel, correspond au nombre de noyaux qui se désintègrent chaque seconde. L'activité diminue au cours du temps. Le temps de demi-vie correspond à la durée au bout de laquelle l'activité est divisée par 2. On peut visualiser l'activité radioactive sur un graphique. Sur ce graphique, par exemple, on peut noter l'évolution de l'activité du césium-137 en fonction du temps. Ça veut dire donc qu'en ordonnée, ici vous voyez l'activité en milliards de becquerels par gramme, et par contre, ici vous voyez en abscisse le temps qui est indiqué en années. Donc au temps zéro, on voit ici qu'on a une activité qui est entre 3000 et 3500 milliards de becquerels par gramme. Au fur et à mesure que s'écoule le temps, l'activité diminue, toujours de cette façon-là. On obtient une courbe de décroissance caractéristique. Voilà, donc vous voyez bien que l'activité diminue au cours du temps. Et pour mesurer le temps de demi-vie, on va prendre l'activité qu'on avait au départ au temps zéro, on va la diviser par 2, donc là on se trouve à 1600. 1600 milliards de becquerels par gramme. On fait une projection orthogonale. Quand on rencontre la courbe, on projette de manière orthogonale sur l'axe des abscisses et on obtient ici un temps de 30 ans. Ça veut dire que le temps de demi-vie du césium-137 est de 30 ans. En d'autres termes, il faut 30 ans pour que l'activité du césium-137 soit divisée par 2. Le temps de demi-vie du plutonium-239, qui est un des déchets radioactifs produits par le nucléaire, par nos centrales nucléaires, est de 24 000 ans. Cela veut donc dire que pour que son activité soit divisée par 2, il faut attendre 24 000 ans. Donc il faut énormément de temps pour que l'activité soit égale à 0 ou proche de 0. La récupération et le stockage des déchets radioactifs est donc une problématique majeure. Et pour limiter la propagation des rayonnements nocifs, les déchets sont stockés dans des fûts, comme présenté ici sur la photo à gauche. Notre deuxième problématique, l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de maintenir une température sur Terre propice à la vie. Voici un schéma qui permet de présenter l'essentiel de ce que vous devez comprendre.
Donc ici, vous avez le Soleil, la Terre, et surtout la surface de la Terre, et vous avez ici une couverture nuageuse et des gaz qui sont appelés les gaz à effet de serre qui s'accumulent parmi les nuages également, et avec les nuages, qui vont constituer notre atmosphère. Les rayons du Soleil, qui constituent l'énergie lumineuse et l'énergie thermique, vont traverser en partie cette couche atmosphérique constituée par des nuages et les gaz à effet de serre. Une partie est réfléchie directement vers l'univers. La partie qui a traversé va permettre donc d'échauffer la surface de la Terre. La Terre va en absorber une partie et va réémettre une partie de ces rayonnements sous forme d'infrarouge, de rayonnement infrarouge. Ces rayonnements infrarouges vont avoir du mal à traverser la couche nuageuse et les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on observe? On observe une partie du rayonnement qui est émis vers l'espace ou vers l'univers et une autre partie, beaucoup plus importante, qui est renvoyée vers la Terre. Voilà, donc ce rayonnement est important puisque c'est ce qui permet de produire une température à la surface de la Terre et une température au niveau de notre atmosphère qui soit propice justement à la création de la vie et à la vie. Malheureusement, l'utilisation des ressources énergétiques fossiles favorise la production de gaz à effet de serre, et donc dans la couche atmosphérique, il y a encore plus de gaz à effet de serre qui s'accumulent. Et ces gaz à effet de serre vont donc favoriser l'emprisonnement de ces rayonnements infrarouges qui sont émis par la Terre, et forcément la température va augmenter de manière, inappropriée, ce qui va avoir des conséquences forcément sur le climat terrestre et la température à la surface de la Terre et au niveau de la température atmosphérique. Donc on peut dire que l'utilisation des ressources énergétiques fossiles amplifie le phénomène en rejetant des gaz à effet de serre, ce qui a des conséquences sur la température et le climat terrestre. Voilà, le chapitre est maintenant terminé. N'hésitez pas à poser vos questions lors des prochains cours. À bientôt.